Bonjour à tous, très heureuse d'être parmi vous. Ma plus grande gloire, ça a été d'être la première québécoise membre d'un gouvernement en France. Merci de votre confiance et de cette invitation qui m'honore et ravie de me retrouver parmi vous et de pouvoir échanger en particulier parmi les expériences douloureuses ou réussies de mon expérience gouvernementale avec Monsieur le ministre. Le sujet, pas des moindres, en une demi-heure, est-ce qu'il faut réguler l'intelligence artificielle? Et si la réponse est oui, qui doit la réguler et comment, selon quels principes et selon quelle méthodologie? Ce n'est pas une mince affaire et maintenant je porte un regard assez exhaustif sur ce sujet parce que oui, j'ai exercé des fonctions au gouvernement, donc j'ai eu l'œil des pouvoirs publics et de l'État et qui défend l'intérêt général, qui défend la chose publique. Aujourd'hui, je travaille dans le secteur privé et Terra Numerata, c'est le réseau des startups, des jeunes pousses innovantes avec le cabinet Roland Berger, qui est un cabinet de conseil, ici on dirait de consultation, en se disant on va aider ces entreprises à accéder au marché, parce que c'est un très gros sujet pour elles aujourd'hui, notamment pour les très jeunes entreprises qui travaillent dans le secteur de l'intelligence artificielle. Et on va pousser les solutions logicielles auprès de nos clients. Et par la même occasion, ça va être très transformateur pour les métiers du conseil. Et du coup, j'arrive sur ce sujet de la régulation avec ce regard double. Pas de vérité absolue, mais je vais partager l'état de mes réflexions aujourd'hui. Spontanément, faut-il réguler l'intelligence artificielle? J'ai une petite voix qui me dit non. Pourquoi cette petite voix me dit-elle non? D'abord parce que quand on parle de régulation, tout de suite, il y a un côté un peu anxiogène et on se dit, si d'emblée on veut réguler, ça va freiner l'innovation, ça va freiner les développements possibles et ça va créer une psychose au sein de la population qui fait que l'enjeu qui est aujourd'hui d'adopter rapidement des technologies d'intelligence artificielle par les entreprises, mais aussi par les individus et les consommateurs et les usagers citoyens, eh bien, il va être raté parce qu'il y a une telle psychose, une telle angoisse vis-à-vis de l'intelligence artificielle qu'il ne faut absolument pas poser les termes du débat comme ça. Non, aussi parce que, bien qu'on soit dans la semaine du printemps numérique à Montréal Connect, et bien que l'intelligence artificielle aborde désormais son printemps avec un long hiver, et vous connaissez l'analogie parce qu'on dit que ça aura mis 50 ans pour ces technologies avant de trouver une certaine maturité, et c'est grâce à la démocratisation de l'accès aux données, c'est grâce à la démocratisation de l'accès aux infrastructures de calcul en particulier que désormais l'apprentissage automatique et l'apprentissage profond en particulier sont des technologies qui sont plus accessibles, mais on n'en est encore qu'au printemps. On n'est pas du tout entré dans l'été de l'intelligence artificielle. Ce qui signifie là aussi que, attention, parce que les entreprises qui produisent des solutions d'IA, elles le font selon des modes de production qui sont très différents de ce qu'on peut connaître dans d'autres secteurs ou sur d'autres technologies. C'est très itératif. C'est des allers-retours constants avec le marché, avec les demandes des clients. C'est du sur-mesure. C'est très difficile de sortir des produits sur étagère qui soient généralisables et applicables à plusieurs industries, à plusieurs cas d'usage, etc. Et donc, cette méthode fragile de production de l'intelligence artificielle, elle demande un cadre de confiance. Et qui dit cadre de confiance dit pas trop de régulation ex ante qui tombe du ciel et qui s'applique notamment aux petites entreprises parce qu'elles ne seront absolument pas en capacité de mettre en œuvre les règles édictées. Et puis, il y a aussi une autre difficulté qui est que c'est très compliqué, et là c'est l'ancienne juriste qui parle, de traduire en code civil, en code du commerce, en code, quel que soit le code, du code informatique. Et les chercheurs en intelligence artificielle en témoignent, même quand ils s'assoient autour de la table avec des juristes, même quand ils disent « OK, vos beaux principes
sur l'éthique de l'intelligence artificielle. On va essayer de les traduire dans nos travaux de recherche. Ils ne parlent pas le même langage. Il y en a un, c'est le langage informatique, l'autre, c'est la langue du droit. Et même si Laurence Lessig, qui est professeur à Harvard, a un des premiers écrit « Code is law », en fait, « law is not code ». On n'est pas encore à un moment où on arrive à traduire en loi les principes qui doivent s'appliquer dans le monde de l'intelligence artificielle. Ça, c'était la petite voix qui dit non. Mais la petite voix qui dit oui, vous l'avez comme moi entendu aussi, je mets de côté le sujet de l'utilisation des armes robots alimentées à base d'intelligence artificielle qui pourraient, par exemple, identifier des drones tueurs, des populations, individus ou catégories d'individus pour aboutir à ce qui serait des génocides accélérés grâce à la reconnaissance faciale, par exemple. Et ce qui m'inquiète, c'est de voir qu'en dépit des appels à avancer au plan collectif et international et multilatéral sur ces sujets, il y a une forme d'incapacité d'action. Et ce qui avait été fait dans l'histoire du droit international public sur le droit de la guerre et de la paix, dans l'histoire du droit international public sur le contrôle des armes, que ce soit les armes nucléaires, les armes chimiques, aujourd'hui, on n'a pas fait ce travail sur les armes qui incluent des technologies d'intelligence artificielle. Et toutes les armées du monde vont dire non mais nous sommes très conscients, le commandement humain aura toujours le dernier mot. La réalité, c'est que chaque État continue à travailler et à avancer sur ces sujets, souvent dans son coin, et que chaque État considère que c'est un enjeu de souveraineté, et que donc, non, il n'y a pas aujourd'hui de régulation éthique des robots tueurs, et il en faudrait. Mais je ferme cette parenthèse parce que je pense que le sujet de mon propos, c'est plus sur le champ civil. Donc, dans l'intelligence artificielle appliquée au champ civil. Est-ce qu'il faut réguler? Ben, oui, parce que, en fait, ça reste une technologie et tout dépend de l'usage qu'on en fait. Et on a commencé à percevoir les risques de détournement ou de mauvais usage, que ça soit des risques d'injustice lorsqu'on applique des algorithmes pour choisir le niveau d'assurance d'une personne, pour choisir sa capacité à accéder au logement, pour choisir sa capacité à répondre au profil de recrutement dans les ressources humaines, etc., à cause des risques de discrimination, là aussi qui sont démontrés, lorsque la police aux États-Unis ou au Royaume-Uni utilise des logiciels à base d'intelligence artificielle, souvent ça renforce des biais discriminants fondés sur la race, ce qui, soit dit en passant, est interdit au regard de la Convention européenne des droits de l'homme, mais on voit bien qu'aujourd'hui, il y a des vrais risques discriminatoires, il y a aussi des vrais risques de manipulation. Le débat sur... alors, en France, on aime tellement utiliser des mots anglais, on parle des fake news, du coup, je ne sais même pas ici comment vous traduisez ce débat en français. Les fake news, c'est... Manipulation de l'information. Donc, on voit bien que c'est accéléré par l'intelligence artificielle parce qu'on a tendance à pousser des types de contenus politiques à certains utilisateurs et que ça renforce l'enfermement algorithmique. Et pourtant, l'intelligence artificielle pourrait être la solution au service d'une plus grande neutralité des plateformes. Puis il y a aussi le risque du contrôle social qui renforce le totalitarisme de certains États. Lorsqu'en Chine, il y a 160 millions de caméras de surveillance qui aujourd'hui sont en capacité d'identifier un individu parmi l'ensemble de la population chinoise, on voit bien les risques que ça pose. Donc oui, mais bien sûr que oui, il y a un besoin de régulation. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que la question s'est déplacée. Il y a 5 ans, lorsque j'étais au gouvernement, la question c'était est-ce qu'il faut réguler? Aujourd'hui, la question c'est plus est-ce qu'il faut réguler, c'est qui et c'est comment. Sur le qui, moi j'arrive avec une histoire qui me fait poser un regard particulier sur ce sujet. Quand je suis arrivée, il y avait l'ICANN, on ne parle pas d'intelligence artificielle, qui est l'organisme qui attribue les noms de domaines sur Internet. Donc, par exemple, le Canada, le .ca, c'est attribué par l'ICANN, y compris les sites du gouvernement canadien.
Et en fait, j'avais été saisie par des petits producteurs de vin indépendants dans le Bordelais, en France, qui m'avaient dit « l'ICANN va vendre aux enchères le point vin et le dot wine. Et en fait, il y a un risque que ces noms de domaine soient achetés par des entreprises qui n'ont rien à voir avec le monde du vin, qui derrière les loueront ou les vendront à d'autres. Et donc, ça peut signifier qu'une entreprise, par exemple au Kazakhstan, qui produit du liquide rose avec des bulles vertes, puisse vendre ce liquide en disant sur le point vin que c'est du vin. Donc ça remettait complètement en cause tout le bagage de la réglementation sur notamment les appellations contrôlées. Et de fait, j'ai commencé à mettre mon nez là-dedans, puis j'ai réalisé que l'ICANN, ils avaient réservé le point Army. Pourquoi le point armé avait été réservé? J'ai jamais eu la réponse à cette question, même si je me doute un peu de la réponse. L'ICANN est un organisme qui est situé à Los Angeles. Que le point Amazon, il n'avait pas pu être acheté par le gouvernement du Brésil. Que le point Spa, il avait été acheté par une entreprise qui produit des spas pour se baigner dedans, et pas par la ville de Spa. Que le point Tata, il avait été racheté par l'entreprise Tata et non la ville marocaine en échange de la construction d'écoles, etc., etc., etc. Je me suis dit, c'est quand même bizarre. Et là, j'ai vu ce que les enjeux de la gouvernance multipartite dans le monde du numérique. C'est bien de mettre les entreprises autour de la table, les représentants des consommateurs et des usagers, et des citoyens si possible aussi, donc la société civile, avec les gouvernements, mais à la fin, qui décide selon quelles règles et peut-être aussi, surtout, selon quel niveau de transparence et de redevabilité démocratique, pour moi, c'est ça l'enjeu. Et en fait, l'ICANN a depuis un peu évolué, depuis le lien avec le secrétariat d'État au commerce américain a été rompu, juste avant que Donald Trump n'arrive au pouvoir. C'est un des legs de Barack Obama parce qu'il avait compris les enjeux. Et bien ça peut être transposé au niveau de l'intelligence artificielle. Nous avons besoin d'une régulation multipartite qui mette autour de la table l'ensemble des parties prenantes, parce que sinon chacun a son agenda. Les États ont leur agenda, les géants technologiques, bien sûr, demandent l'autorégulation, considérant qu'ils doivent, eux, s'appliquer à eux des principes, mais finalement que la sanction ne viendra pas d'un régulateur extérieur, mais d'eux. Donc l'autorégulation, c'est le principe prôné par les géants technologiques aujourd'hui. En réalité, il faut que tous ces gens s'assoient autour de la table selon un mode de gouvernance nouveau et à inventer, qui soit international, qui soit représentatif, qui soit ouvert, transparent et multipartite. Ce qui se passe demain à Ottawa, dans le cadre du gouvernement pour un partenariat ouvert, est intéressant parce qu'on est face à des exemples de gouvernance ouverte et multipartite qui peuvent potentiellement être appliqués au monde de l'intelligence artificielle. Donc, une fois qu'on a dit ça, concrètement, qu'est-ce que ça prend comme forme, cette régulation? D'abord, l'affirmation de principe. Mais là, j'ai recensé, pour venir ici, les initiatives qui existent sur l'affirmation de principes applicables au monde de la régulation de l'intelligence artificielle. Je pense que ce n'est pas une liste exhaustive, mais j'ai déjà en tête l'OCDE, qui est une organisation internationale située à Paris, qui réunit plusieurs dizaines d'États, qui vient juste la semaine dernière de définir ses principes. La Commission européenne, qui a, le mois dernier, défini des principes éthiques sur l'intelligence artificielle. Bien sûr Montréal, et j'aurais dû commencer par là, parce que Montréal a été très précurseur sur ce sujet, grâce en particulier à Yoshua Bengio et à la communauté des chercheurs qui travaillent sur l'intelligence artificielle, mais ça a été la première initiative en ce domaine vraiment reconnu au niveau international. Il y a les initiatives privées des entreprises, donc Google a édicté ses principes, Microsoft a édicté ses principes. En ce moment, ils définissent une jurisprudence, par exemple, sur l'interdiction de la reconnaissance faciale à base d'intelligence artificielle. Il y a l'initiative franco-canadienne. Là aussi, il y a eu un communiqué de presse sur le sujet la semaine dernière pour créer un GIEC de l'IA. Un GIEC, vous connaissez le GIEC, c'est un comité d'experts internationaux sur le changement climatique. Donc l'idée, ce serait de transposer ce modèle-là très scientifique, très porté par des experts du monde de la recherche au sujet de l'intelligence artificielle, etc., etc. Donc la question, à un moment donné, c'est quand même,
OK, mais face à toutes ces initiatives qui ont le mérite de poser les sujets sur la table et de, pour partie, répéter l'affirmation de certains principes, qui est le leader? C'est qui le pilote dans l'avion? Et on en revient toujours au sujet, il faut une instance reconnue à légitimité internationale et qui permette d'associer l'ensemble de ces initiatives. Les principes, honnêtement, ça ne casse pas des briques, au sens où ça peut paraître un peu une évidence. Quand on dit que l'intelligence artificielle doit permettre des systèmes qui soient sûrs, loyaux, transparents, explicables, compréhensibles, évaluables, équitables, non discriminants et que ça respecte la diversité, j'ai envie de dire, ben, oui, en fait, relisez la Déclaration universelle des droits de l'homme qui est issue de la Révolution française, donc ça a 230 ans, donc c'est bien de le mettre à jour, c'est bien de se dire il faut le réappliquer au domaine de l'intelligence artificielle, mais on avait quand même réfléchi à ces sujets auparavant. Puis il y a aussi beaucoup de principes qui sont issus de la doctrine applicable à la protection des données personnelles, et notamment la loi informatique et liberté de 1978 de la CNIL. Ces principes sont ceux de la finalité, de la proportionnalité, de la sécurité, de la durée de conservation, du consentement, de l'opposabilité, etc. Et oui, en fait, ce sont des principes qui peuvent paraître très théoriques et faciles à énoncer, mais j'ai trouvé super intéressant l'exemple de Nantes, parce qu'on voit bien que derrière l'affirmation de certains principes, et il faudra voir comment la ville de Montréal met ça aussi en œuvre, il y a quand même une réalité très, très, très concrète dans des cas d'usage qui concernent les usagers. Et donc, il y a l'affirmation des principes, il faudra un moment que ces principes soient reconnus au plan international par l'ensemble des parties prenantes, mais la question du comment on définit cette application concrète des principes théoriques aux solutions d'intelligence artificielle, elle reste entière. Et je pense que là, ça oblige à être très inventif sur la manière de réguler. Ça veut dire... Prenons l'exemple du RGPD, du Règlement européen pour la protection des données personnelles. Moi, j'avais contribué aux négociations sur ce texte à l'époque. Que n'ai-je pas entendu? Donc, à l'époque, c'était une réponse de la régulation et on me disait surtout pas, vous allez tuer l'innovation, vous avez tué le secteur du numérique, etc. Aujourd'hui, on m'explique que c'est devenu un standard mondial, que le Brésil, l'Inde, le Japon, la Corée du Sud regardent le RGPD en se disant comment on peut essayer de l'appliquer à notre droit national, soit. Il y a quand même un problème avec le RGPD, sachant que je suis une de ses premières défenseurs et que je pense que c'est un outil d'attractivité économique pour les entreprises européennes. Il y a quand même un problème qui est l'ergonomie, qui est le fait qu'on soit très, très, très sollicité par des demandes de consentement express, par des demandes d'acceptation de cookies venant de tiers, etc. Pourquoi? Parce que le privacy by design, donc le respect de la vie privée par la solution, dans la manière dont elle a été construite, on en est très, très loin. Et donc, pourtant, c'est un concept qui est présent dans le règlement européen, mais qui aujourd'hui est très mal appliqué par les entreprises. Ça, c'est une piste intéressante de travail, c'est-à-dire concrètement, comment on introduit le privacy by design dans les solutions. Comment on permet l'absence de réanonymisation, de désanonymisation lorsqu'on travaille sur l'intelligence artificielle, parce que le risque, il est là aussi, c'est quand on peut profiler les individus parce qu'on a capté les données personnelles et que même si on les a anonymisées, ben, en fait, le fait de les brasser, grosso modo, ben, ça permet de réidentifier les personnes. Aujourd'hui, l'état de l'art n'est pas parfait. Aujourd'hui, il faut encore beaucoup travailler sur les techniques de désanonymisation. Donc, il faut continuer. La régulation, aujourd'hui, elle doit être pour partie en phase directe avec l'état de l'art en matière de recherche, d'où l'importance de mettre les chercheurs autour de la table. Mais pas uniquement les chercheurs, parce que ce ne sont pas des questions qui peuvent être laissées entièrement aux mains des experts. Il faut une dose de redevabilité démocratique dans les discussions. Une autre manière d'avancer au plan de la gouvernance, c'est la transparence des algorithmes. Dans la loi pour une république numérique, qui est une loi que j'avais défendue au Parlement en France en 2016,
on a inscrit ce principe. Ça veut dire qu'une administration en France aujourd'hui qui produit une décision administrative individuelle concernant un administré, par l'utilisation d'un algorithme, a l'obligation de notifier, de rendre public à cette personne le fait que cette décision a été prise comme ça, et à la demande, a l'obligation de publier le code source. Et donc, il est possible de comprendre les critères qui ont été utilisés pour rendre la décision. En France, il y a eu des très, très gros débats sur une plateforme qui s'appelle Parcoursup, qui est une plateforme d'inscription des étudiants qui sont encore au lycée, donc l'équivalent cégep, avant l'entrée à l'université, pour leur choix d'orientation et leur choix de sélection à l'université. Parcoursup, il y a eu plein de plantages, il y a eu plein d'élèves qui n'ont pas eu les résultats qu'ils voulaient, qui ont été très déçus, qui n'ont même pas eu de réponse. Ça a été l'occasion de mettre en lumière le rôle des algorithmes. En l'occurrence, il n'y a pas d'intelligence artificielle, on aimerait peut-être qu'il y en ait un petit peu plus dans la plateforme Parcoursup, mais en tout cas, le déterminisme algorithmique d'une plateforme, lorsque les critères ne sont pas énoncés. C'est quoi? Comment on sait qu'on est envoyé à l'université de Rouen plutôt que de Nantes? Est-ce que c'est les revenus des parents? Est-ce que c'est les résultats scolaires? Est-ce que c'est l'adresse du domicile? Donc, en fait, d'où l'importance de la transparence des algorithmes. Et ce qui est vrai pour le secteur public, ça le sera sans doute pour l'avenir de plus en plus dans le secteur privé, parce que plus les solutions produites par les entreprises auront un impact qui sera un impact au-delà de l'usage de l'utilité économique, qui sera un impact social et sociétal, plus cette question de la transparence des algorithmes va se poser. Et vous verrez que dans tous les principes énoncés par les grandes entreprises sur l'IA responsable, on n'est pas encore dans la transparence des algorithmes. Donc, on peut se l'appliquer dans le secteur public, mais on n'est pas encore sur le point de l'appliquer dans le secteur privé. Et justement, une notion que je trouve très intéressante, c'est les données d'intérêt général. Cette idée, donc, appliquée apparemment à Nantes par les données d'intérêt métropolitain au niveau local, mais ce sont des données qui ne sont pas des données ouvertes, des données publiques produites par les administrations, qui ne sont pas des données commerciales purement privées, ce sont des données qu'on a intérêt à ouvrir pour les partager parce qu'elles poursuivent un intérêt général. Et donc, cette notion de données d'intérêt général, je pense qu'elle peut très bien se transposer à une intelligence artificielle d'intérêt général qui ferait qu'on reconnaîtrait certains types de résultats d'IA qui doivent être préservés dans un certain cadre. Sur la méthode, l'expérimentation, ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas expérimenter pour expérimenter, mais face à l'intelligence artificielle, il faut être dans ces modes d'expérimentation et donc sans doute du point de vue des pouvoirs publics permettre les espaces d'expérimentation. En France, on avait lancé un programme qui s'appelle France Expérimentation, c'est-à-dire qu'une entreprise qui veut tester un nouveau produit et notamment à base d'IA, elle peut demander une espèce de bac à sable réglementaire qui fait qu'ils vont se mettre de côté par rapport à l'application de la loi très généraliste, très au niveau national. Et puis si ça donne des résultats satisfaisants et que ça veut dire qu'il faut une modification législative pour permettre le déploiement et le développement d'une solution comme ça, à ce moment-là, derrière, il y a une modification de la loi. Donc l'expérimentation appliquée à la régulation. Il y a aussi des enjeux de formation absolument énormes. On parle de plus en plus de data literacy. Donc, comment on peut comprendre les modes de production de la donnée, les modes de collecte, les modes d'utilisation, les modes de réutilisation, etc. Et ce n'est pas uniquement une affaire de techniciens, ce n'est pas uniquement une affaire de développeurs, c'est une affaire de décideurs dans le secteur public comme dans le secteur privé. Je mettrai dans ce sujet de la formation, la formation des décideurs aux technologies, mais aussi la formation des technologistes à la décision et à son impact potentiel. Aujourd'hui, un développeur a le pouvoir dans une entreprise comme dans un État. Et donc, ce développeur, il doit savoir concrètement comment lui peut faire cette traduction entre les principes éthiques responsables qui sont édictés et la manière de coder. Et je pense qu'il y a un gros besoin de lancer des programmes de formation et d'accompagnement des développeurs sur ces enjeux-là. Et je terminerai aussi sur l'intelligence artificielle pour le bien commun. Les entreprises comme les pouvoirs publics ont une responsabilité
à orienter les bons financements, les bons investissements, les bons travaux de recherche vers des usages qui soient constructifs, positifs pour l'intérêt général de l'intelligence artificielle. Parce qu'à la fin de l'histoire, l'intelligence artificielle, c'est une technologie, c'est un moyen au service d'une fin. Donc il appartient encore au pouvoir public, avec les entreprises, de définir cette fin. Quelle doit-elle être? Et donc, je sais que notamment sur le bras armé que sont les financements, et en particulier les financements de la recherche, il faut absolument injecter et impulser l'IA en France. Encore une fois, on parle d'IA for good et de tech for good, mais on voit bien qu'aujourd'hui, il y a moyen de soutenir des solutions qui sont des réponses aux problématiques posées aux États et aux sociétés aujourd'hui. Sinon, je vais vous dire ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir de l'algorégulation, qui est aussi un fantasme technologiste. L'algorégulation, c'est cette idée qu'on a de la régulation en temps réel, grâce à un régulateur qui est connecté aux API des entreprises ou grâce à des objets connectés dans la ville qui font que, oui, les flux de circulation sont intelligents en temps réel et s'adaptent à la réalité des flux et donc ça décongestionne. C'est très bien en termes d'efficacité et peut-être qu'il faut tendre vers ça, mais l'algorégulation, ça pose quand même la question de la légitimité démocratique, d'où cet enjeu de définir des nouvelles modes de gouvernance. Merci de votre attention.